Bonjour Marc. Bonjour cher ami. Je rappelle à nos téléspectateurs que Marc rédige l'Un quotidien de l'Incorrect. L'Incorrect étant ce c'est un mensuel, tout à fait. Mensuel, c'est bien ça. Et que vous avez la charge sur Internet de cette lettre, l'Un quotidien. Vous êtes un grand spécialiste du cinéma. Et comment fait-on pour aller au cinéma de nos jours? C'est là le problème. C'est en effet un problème, oui. C'est là le problème. Donc, il faut devenir très, très intelligent. Il faut chercher. Il faut savoir que certains films se trouvent en streaming sur le net. Vous me disiez que c'était illégal, mais il y a tellement de choses illégales en ce moment en France que pourquoi ne pas en rajouter? Voilà. Et donc, nous avons pu voir tous les deux films qui viennent de sortir, After Love, Après l'amour, et Eugénie Grandet. Alors, voulez-vous nous parler de ce film qui devrait s'appeler Après l'amour? C'est donc un film anglais? C'est un film anglais, tout à fait. Un film anglais d'un réalisateur qui est d'origine pakistanaise, je crois, il me semble. Et donc qui évoque en fait la douloureuse histoire d'une femme anglaise qui vit à Douvres et qui s'est mariée avec un capitaine de vaisseau qui est d'origine pakistanaise. Capitaine de ferry. De ferry qui est d'origine pakistanaise. Vaisseau, c'est fini. Ouais, et qui donc s'est converti à l'islam pour l'occasion. Ouais. Mais vous savez que c'est très répandu en Angleterre. C'est très répandu, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup en France, mais c'est un phénomène assez répandu en effet. Ouais. Et ce dont on parle assez peu aussi, finalement, c'est le fait que souvent ces gens, enfin ces musulmans, sont en fait polygames, et du coup rapportent leur polygamie en Europe. Et donc le film évoque clairement cette question. Je vous laisse développer le... Alors, faisant le trajet Calais-Douvres 2 ou 3 fois par semaine, il a 2 foyers. Un foyer à Calais et un autre à Douvres. Et cette femme, qui est jouée remarquablement par une femme un peu ronde, mais très amoureuse, va découvrir à l'occasion de la mort de son mari cette trahison. Nous n'en dirons pas plus, parce que, mais ce que nous pouvons dire, c'est que c'est un film très très joliment filmé. Il y a des images somptueuses, très construit. C'est très écrit en effet, ouais. C'est très bien écrit. Ouais. C'est vrai que l'actrice, elle a quand même une présence à l'écran. Bon, c'est vrai qu'elle est forte, elle a un côté assez monolithique. Et au début, elle parle très peu finalement. C'est un film où il y a beaucoup de silence. Beaucoup de silence. Mais elle dégage beaucoup de force dans son jeu et on sent vraiment son amour presque sacrificiel en fait. L'amour qu'elle a pour son défunt mari. Et qui va durer. Et qui va durer après la bien mort. Après la mort. C'est assez inouï. Ouais. Et après les révélations. C'est donc l'histoire d'un effondrement intérieur, et cet effondrement intérieur va être représenté à l'écran par l'effondrement d'une falaise. Les falaises ont une grosse importance dans ce film. Ouais, tout à fait, Ce sont des falaises qui commencent le film et ce sont des falaises qui terminent le film. Et qui marquent aussi la rupture entre la frontière entre deux mondes, entre l'Angleterre et le Pakistan, entre la France et l'Angleterre. Donc oui, vous avez raison. Et c'est un film extrêmement charnel sur l'amour. Je n'en dirai pas plus. Il n'y a pas de scène. On peut y aller avec des grands adolescents, mais il est extrêmement charnel dans la façon de représenter l'amour. Les femmes ont le même geste. Et c'est un film qui dépeint un amour, j'ai envie de dire un amour surhumain. En tout cas, chez l'anglaise. Chez l'héroïne du film. Chez l'héroïne. Donc, vous pouvez y aller. Moi, je l'aurais appelé l'amour au-delà de l'amour. Deuxième film, Eugénie Grandet. Alors, Eugénie Grandet, donc, c'est bien sûr le film de Marc Duguin, qui est ce grand romancier, qui vient de publier un livre sur son père. Et j'ai très envie, je vais essayer de le faire venir à TV Liberté.
il avait écrit La Chambre des officiers, fait, qui était il avait fait un film dessus, un roman magnifique et un film aussi magnifique. Alors, Eugénie Grandet, Marc Duguin a donc pris le roman, et pour préparer cette émission, je suis allée retrouver le texte, parce que quand un roman de cette importance est tourné à l'écran, il faut aller voir le texte. Oui, bien sûr. Et c'est très amusant parce que les 10 premières pages du roman de Balzac, c'est une espèce de réflexion agressive sur la province, absolument inouïe. C'est sociologique. Il ne raconte pas, d'ailleurs on a tendance à sauter les descriptions de Balzac, mais là on avait vraiment envie, d'autant plus que c'est complètement démodé, puisque maintenant la province n'est plus regardée comme l'endroit où on s'ennuie, mais au contraire l'endroit où on se réfugie et l'endroit où la vie est possible, alors que dans la capitale, ça devient quand même de plus en plus difficile. Donc ça, c'est amusant. Mais donc c'est l'histoire de cette jeune fille sacrifiée à ce père Félix Grandet, avaricieux comme pas un. La mère de l'héroïne, en mourant, va dire à sa fille ma fille, tous les hommes ont un défaut. Ton père a choisi le moins dispendieux, l'avarice. Je trouve que le jeu de mots est fantastique. Donc c'est l'histoire de cette avarice monstrueuse de cet homme et de la survie de cette Eugénie qui, bien sûr, va tomber amoureuse du premier homme qui franchit la porte. Et ce premier homme, c'est son cousin. Le cousin qu'elle n'a jamais vu, qui est beau comme un cœur, et innocent, et bien naïf. Mais je n'en dis pas plus. Ce qui est étonnant, c'est la manière de filmer du réalisateur. Nous sommes dans des tableaux de Vermeer. Tout est obscur et noir, puisque cet imbécile de Grandet ne veut pas dépenser de la lumière, donc il n'y a pas de bougie. Tout est noir, sauf les visages. C'est quand même très très joli. Alors quelquefois il y a un peu de doré parce que ce salaud a hérité de sa femme, de ses grands-parents, de ses beaux-parents, et il y a des objets. Il y a un cartel Louis XVI, il y a une glace dorée, donc il y a un peu d'éclat dans ces meubles, mais tout le reste est dans une obscurité qui est la noirceur de l'âme de du père, en réalité. Et c'est l'histoire de cet amour, comme dans After Love, cet amour qui va durer, qui va s'épanouir, qui va devenir immense, auquel elle va tout sacrifier, et qui va durer, je n'en dis pas plus. Mais c'est vraiment un très beau film, très fidèle à Balzac. À Balzac, absolument. Et puis alors, une dernière actualité, c'est Fatima. C'est une production Sage. C'est un film d'origine espagnole. Et c'est très intelligemment fait. C'est fondé sur le dialogue entre un journaliste, Hervé Kettel, et la vieille religieuse qui est dans un couvent à Coimbra. Et cette vieille religieuse a beaucoup d'humour et on est très... cette Lucia a beaucoup d'humour et elle va renvoyer le journaliste qui est athée dans ses barreaux et c'est un très beau dialogue. J'ai appris beaucoup de choses en regardant ce film. C'est que nous sommes en 17 et que le Portugal vient de subir 2 coups effrayants. D'abord, la fin de la monarchie, puisque 2 Carbonari ont assassiné le roi et son fils. Ensuite s'ensuit, bien évidemment, comme dans toute bonne période révolutionnaire,
des persécutions anticléricales. Et nous sommes en 1917 en pleine période anticléricale avec un maire qui est du côté du Manche, bien sûr, républicain, et un clergé, le haut clergé en tout cas, qui est lui aussi du côté du Manche, comme souvent. Et ça éclaire bien, parce que le miracle est un scandale, tout miracle est un scandale, mais en plus il est refusé par les autorités, parce que ça fait désordre évidemment que des catholiques voient la Sainte Vierge en pleine période anticléricale où Dieu et la Vierge sont censés avoir été éradiqués définitivement. C'est très bien filmé, c'est très très bien filmé. C'est d'une tristesse effroyable puisque le deuxième drame... Alors, sur la période du Portugal et de tous ces événements révolutionnaires et ces coups d'État, puisqu'il y aura des coups d'État, il faut lire un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelait « Le chef » de Claude Farrère. Et ce sont des réflexions sur la révolution et comment reprendre le pouvoir qui sont très très intéressantes. La deuxième tristesse de ce Portugal, c'est qu'on ne sait pas pourquoi, mais le Portugal s'est engagé aux côtés des Alliés dans la guerre de 14-18, sans être concerné, sans avoir de frontières. Enfin bref, le Portugal, en bon pays républicain, envoie ses jeunes hommes à la mort sans aucun problème. Et sur la place du village, le maire va, toutes les semaines, citer le nom des morts. Et donc, il y a les maires qui sont sous l'estrade et qui attendent ou qui espèrent que leur nom ne sera pas cité. Et j'avoue que c'est aussi extrêmement prenant. C'est très bien joué. La famille, les parents jouent très bien, les petits-enfants jouent très bien. Le miracle lui-même est représenté de façon... c'est vrai, un petit peu charnel. La Vierge, on voit une Vierge qui est une femme extrêmement jolie. Je suis très, très éprise de beauté féminine et c'est vrai que là, le visage est magnifique. Alors, j'ai des amis qui reprochent à ce côté charnel. On n'aurait pas dû montrer le visage de la Vierge. Mais par ailleurs... on a vu tellement de vierges, des visages de vierges dans la peinture. Dans la peinture, non, dans la peinture, oui. Quand c'est Botticelli, quand c'est nos grands peintres, c'est merveilleux. Nos grands peintres italiens que vous avez vus à Florence. Tout à fait. Mais quand c'est l'art sulpicien, les Saintes Vierges ne sont quand même pas toujours extraordinaires. Donc, ça fait du bien de voir un visage de vierge qui respire bien sûr la bonté et l'amour. Et le souci des hommes. Et puis, bien évidemment, c'est extrêmement contemporain, puisque cette Vierge demande que la guerre cesse. Et c'est vrai que nos pays sont toujours en guerre. Voilà. Si ce n'est... Il n'y a plus de bombes et il n'y a plus de guerre déclarée, quoi. Maintenant, c'est une guerre qui a été... guerre déclarée, mais c'est une guerre larvée qui n'est pas plus... Donc, allez voir ce film. Il faut y aller vite parce que s'il n'y a pas assez de public, les réseaux de distribution retirent le film. Donc, il faut y aller vite. Cela dit, si vous avez raté la sortie en salle, dans 6 mois, il y aura le DVD. Et donc, vous pourrez faire vos séances cinéma chez vous. Voilà. Alors vous, Marc, vous voulez nous proposer... Je voulais évoquer d'abord deux belles reprises au cinéma, pour ceux qui en tout cas envisagent d'y aller malgré tout. D'abord, je voulais parler de L'Atalante de Jean Vigo, qui est un film culte, qui est un peu l'objet cinéphilte par excellence, puisque c'est un film qui a été l'objet de multiples remontages. Oui. D'ailleurs, Jean Vigo n'a même jamais vu la version qui était issue de son esprit, en fait, puisque le film a été censuré par la Gaumont à sa sortie. Ah bon? Et pourquoi? Qu'est-ce que c'est comme histoire? En fait, il faut savoir que Jean Vigo était un cinéaste qui avait d'abord fait Zéro de conduite, qui est un film qui a été coupé par la censure à l'époque, et donc en fait la Gaumont, qui avait quand même repéré chez Jean Vigo un génie potentiel, lui avait confié donc un script d'une blouette assez niaise. D'abord, Zéro de conduite.
Zéro de conduite. Pourquoi est-ce que ça a été censuré? Parce qu'en gros, c'était selon l'époque, pour l'époque, c'était considéré comme un appel à l'émeute, en fait. Puisqu'en gros, ça parlait d'étudiants, de collégiens, qui, en fait, se rebellaient contre l'ordre moral, quoi. D'accord. Voilà. Et donc, à l'époque, c'était considéré comme anti-français, en fait. Donc, il a été retiré de l'affiche pour être anti-français. C'était loin, hein, c'était il y a longtemps. C'était il y a très longtemps, oui. Voilà. Donc, du coup, la Gaumont, à l'époque, qui avait quand même repéré chez Jean Vigo un talent immense de cinéaste et de faiseur d'images, lui a confié une sorte de script qui a fait une blouette, une sorte d'histoire d'amour un peu niaise, qui était l'histoire d'amour entre un marinier, donc un conducteur de péniche, de fret, et une jeune roturière. Et en pensant lui donner une blouette, la Gaumont pensait du coup que Jean Vigo en ferait un film sans trop d'aspérité. Et en l'occurrence, Vigo, qui avec tout son génie, en a fait une sorte de film symboliste qui doit beaucoup au cinéma soviétique notamment, qui est bourré d'images complètement fantasmatiques, complètement oniriques, qui a été d'ailleurs un film culte pour beaucoup de cinéastes modernes, dont Kusturica par exemple, qui s'en revendiquent. Et donc c'est un film très noir en fait, c'est un film vraiment très sensuel également, qui en gros se passe quasiment intégralement sur cette péniche, et qui en fait reproduit un peu, on pense beaucoup notamment à l'Aurore de Murnau, pour ce côté pour cette fascination pour la ville qui était équivoque chez beaucoup de jeunes paysans à l'époque, et qui se heurte toujours finalement au réel, quoi. C'est toujours le retour du concret, le retour du réel, et donc on verra la jeune fille jouée magnifiquement par Dita Parlo, qui était une actrice allemande de l'époque, qui donc va fuir la péniche, va fuir son couple pour voir les lumières de la ville de Paris, et qui va évidemment s'en mordre les doigts. Et donc notamment il y aura une très belle scène très connue d'amour à distance entre les deux amants qui sont désormais esselés. Scène magnifique, d'une grande sensualité. Et donc c'est un film qui pour ce côté sensuel a été également coupé, charcuté au montage. Et ce pauvre Jean Vigo mourra d'ailleurs peu de temps après le montage et ne verra jamais la version finale de son film. Donc là, vous nous donnez en tout cas envie de l'aller le voir. Oui, donc là il est ressorti le 29 septembre, si je ne m'abuse, et voilà, et c'est un film magnifique, dans une version plus ou moins telle que Vigo l'aurait voulu. Deuxième très belle reprise, c'est La double vie de Véronique de Krzysztof Kieślowski, cinéaste polonais qui nous a quittés trop tôt malheureusement, puisqu'il est mort très jeune, à 53 ans je crois. C'est un film magnifique, incarné par Irène Jacob, qui avait eu à l'époque le prix d'interprétation à Cannes pour ce rôle. C'est très dur de le résumer parce que c'est un film uniquement basé sur l'intuition, où il ne se passe pas grand-chose. En fait, c'est un portrait de femme dédoublé. En fait, Irène Jacob incarne Véronique, qui est une femme qui vit à Clermont-Ferrand, une jeune chanteuse lyrique, qui en fait a la prescience qu'elle n'est pas toute seule, comme elle dit, qu'elle est deux, qu'elle est double. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une autre femme qui s'appelle également Véronika, en Pologne, qui est également chanteuse, mais qui elle est polonaise. Donc on ne saura jamais si c'est la même femme, si c'est deux femmes, si Kieślowski parle de deux vies différentes, de deux réels différents qui s'entrechoquent. Et donc c'est un double portrait en creux de cette femme qui a l'impression de vivre deux vies en même temps. Et c'est bouleversant. C'est vraiment le grand cinéma polonais de l'époque. Donc il y a une image. Ils ont quand même fait des très très beaux films. Bien sûr, il y a une couleur au niveau du formel, c'est époustouflant. Pour moi, c'est simple, c'est un des plus beaux films. Il n'y a pas de semaine du cinéma polonais qui existe. Je crois qu'il y en a une il y a longtemps, mais malheureusement, ça ne se fait plus depuis. C'est moins à la mode. Il faut dire que le cinéma polonais aussi a un peu chuté depuis années. Il y a des très bons films. Il y a encore des très bons films, mais c'est vrai qu'on est passé un peu après. Dernièrement, ces 2 dernières années, on en a parlé beaucoup du cinéma polonais. Oui, c'est vrai qu'on lance une semaine du cinéma polonais. Faisons-le, chère Anne. En tout cas, voilà, je le conseille vraiment, c'est un film magnifique, époustouflant. Et je voulais parler aussi également pour rester dans les portraits de femmes, puisqu'on a commencé avec After Love, donc Véronique, etc. Je voulais parler de Julie en 12 chapitres, qui est un film norvégien qui sort à la fin du mois d'octobre. Alors, Julie en 12 chapitres. C'est ça, voilà. Julie en 12 chapitres, qui est d'ailleurs pour qui l'actrice principale, Renata Svensson, a également eu le prix d'interprétation à Cannes en 2021. Alors c'est un film qui ça m'impressionne pas beaucoup si vous voulez parce que oui, c'est vrai. Cannes quand même me sort un peu par les yeux. Mais pour le coup, si vous pouviez avoir d'autres références. C'est pour la petite histoire. D'accord. En fait, Joachim Trier, c'est un réalisateur qui avait adapté à l'époque Le Feu follet de Rio La Rochelle. Oui. Ça s'appelait Oslo 31 août. C'est un film magnifique. Et donc là, c'est un portrait Oslo 31 août. Oslo 31 août, voilà, c'est un film magnifique qui, en gros transposait le Feu follet en fait, dans le Oslo moderne.
Et donc là, pareil, c'est un portrait de femme vraiment très beau. En fait, c'est un portrait d'une femme de notre époque. Donc, qui dit notre époque dit forcément c'est une femme qui sera assez antipathique, arrogante, suffisante, volage. Et qui tout ça à la fois. Donc vraiment une fille de notre époque, mais qui peu à peu va être confrontée au réel. Vous allez vers les remonter contre les filles de votre époque. En tout cas, voilà. Non, il y en a d'autres, je vous assure. Il y en a d'autres. Et oui, heureusement qu'il y en a d'autres. Mais Joachim Trier, justement, filme très bien les travers de notre époque, toujours par petites touches, donc par 12 chapitres, comme le nom l'indique. Oui. Il y a un côté assez godardien, un côté assez aussi Woody Allen. On peut penser à Woody Allen de Annie Hall, par exemple, ou de Manhattan. C'est un film vraiment qui perfuse, qui incise un peu notre époque, qui montre ses travers, comme le néo-féminisme, par exemple, qui en prend plein son grade. Et donc, à travers le portrait d'une femme qui, finalement, ne saura pas quel destin choisir. Donc, en gros, c'est un trio amoureux. C'est une histoire assez simple finalement, mais qui est vraiment très bien filmée et surtout très bien narrée. Surtout, c'est un film qui est extrêmement très bien écrit et qui montre plusieurs points de vue. Jules Jim. Il y a un petit côté Jules Jim, tout à fait. Ouais. Et donc, et qui parfois me tente même des incursions dans le réalisme magique parfois. Donc c'est vraiment un portrait magnifique, tout simplement, d'une femme moderne qui est amenée à devenir adulte, tout simplement, un peu tardivement malgré tout. Bien, c'est une bonne définition. C'est une très bonne définition. Est-ce que Marc, vous allez sur Internet pour voir toute la série des films qu'a récupéré René Duchâteau? Non, je n'ai pas encore eu l'occasion de faire ça, mais je pense que c'est effectivement par les temps qui courent, ou une bonne initiative. De disette, ou on ne peut pas aller au cinéma, on ne peut pas regarder la télévision parce que c'est vraiment abyssal. La catastrophe. Donc il faut chercher en soi-même. Et donc, on m'a envoyé, j'ai eu de la chance, on m'a envoyé des films que vous pouvez très facilement, chers amis de TV Liberté, trouver. Vous tapez le titre du film et voilà. J'ai nommé un film qui s'appelle « La femme que j'ai assassinée », qui se passe dans une petite ville de province, au bord d'un canal, avec une écluse, et d'une femme qui va mourir noyée. Et c'est l'histoire d'une résurrection, d'une renaissance. C'est extrêmement bien fait, extrêmement bien vu, d'une assemblée d'hommes, tous célibataires, et qui tapent sur tout, qui n'ont aucune foi ni aucune loi. Et l'un d'entre eux va s'en sortir. Et c'est un très très joli film. Et le deuxième, c'est une chose amusante, c'est Désiré, cette pièce bien connue de Sacha Guitry, dans lequel un valet de chambre, comme il y en avait avant la guerre de 14, raconte comment il est merveilleux pour un homme d'être commandé par une femme et d'oublier toute volonté. Un petit peu curieux comme fantasme, mais enfin voilà, certains l'ont. Et c'est le symbole de notre virilité contemporaine qui joue, c'est Belmondo. Et on se régale beaucoup. Et il y a Fanny Ardant qui joue très très bien aussi, qui joue la femme dont Désiré rêve la nuit, et réciproquement. Et on passe un moment assez délicieux, je dois dire. Oui, je pense que Guitry et Belmondo, c'est une belle rencontre, à mon avis. Oui, c'est une belle rencontre. Est-ce que vous pouvez nous parler de Bac Nord? Tout le monde parle de Bac Nord. Qu'est-ce que vous avez à dire Anne, de je ne l'ai pas encore vu, malheureusement. Est-ce que vous avez envie de voir? J'ai envie de le voir, car tout le monde dit que c'est un film de droite, donc pourquoi pas? Pour une fois qu'un film n'est pas entièrement touché par une propagande gauchiste, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Donc je vais aller vérifier ça prochainement. Cela dit, moi je signale aux gens, je ne l'ai pas vu parce que pour des raisons bien connu des téléspectateurs, je me protège parce que je suis beaucoup trop sensible pour supporter des images violentes, donc je me protège. Mais ce film est d'une violence monstrueuse. Des amis m'en ont parlé et en sont restés assez choqués. D'accord. Donc voilà. Par ailleurs, je n'ai pas beaucoup d'efforts à faire pour imaginer la réalité. Que certains y aillent, mais en sachant que c'est extrêmement violent.
Est-ce que vous avez envie d'aller voir Cette musique ne joue pour personne de Samuel Ben-Chetrit? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Fait partie de mes affinités électives. Samuel Ben-Chetrit qui a dit au moment du lancement du livre que les hommes virils le fatiguaient. Nous, ce sont les hommes qui ne sont pas virils qui nous fatiguent. Exactement. Chacun son goût. Hein. Il a dit aussi le cinéma ne cherche plus assez à déplaire. Alors ça, je voudrais lui signaler qu'il ne faudrait peut-être pas continuer trop à nous déplaire parce que nous n'aurions plus de chroniques à faire, nous n'irions plus du tout au cinéma. Tout s'est bien passé avec ces acteurs excellents, André Dussolier et sa fille, André Dussolier, qui après un AVC presque beaucoup paralysé, en fait il continue à parler, donc il n'y a pas le feu au lac comme on dit, il continue à parler mais il veut toute séance tenante, qu'on l'euthanasie et donc sa fille va s'occuper de cela. Et sa fille est Sophie Marceau. D'accord. C'est agréable de la retrouver parce que c'est une bonne comédienne. Mais bon, quand on trouve que entendre parler d'euthanasie pendant 1h30... Par Ozon, en plus, c'était pas forcément le plus... Voilà, donc... et encore une fois, je vous dis, il est parfaitement... Alors, évidemment, il faut le rouler sur une petite chaise, mais il parle encore. Donc, il a encore beaucoup de présence. Et la fille qui envoie son père à de Patresse parce qu'il le veut, c'est quand même au lieu de le secouer. J'avoue que c'est difficile. La voix d'Aïda, c'est pas très tentant non plus. Non, je n'ai pas vu non plus. Et puis, alors, il faut le signaler quand même, il y a un documentaire sur Bansky qui a beaucoup fait parler, qui est vraiment quelque chose de très important. Alors, qui est Bansky? C'est un tagueur. C'est ça, c'est un tagueur qui est devenu un roublard, qui a réussi à vendre ses tags. Et alors, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que on nous signale, les critiques signalent la morale de cette histoire. Bansky a fini par convaincre l'anglais moyen que les véritables scandales de notre société contemporaine sont ceux qui construisent les immeubles plus hideux les uns que les autres et non ceux qui dessinent sur les murs. Eh bien, on doit signaler que ce n'est pas vrai puisqu'il dessine aussi sur les belles façades. Tout à fait, ouais. Oui, je crois que Bansky, c'est vraiment la rencontre de l'art humanitaire et de l'art urbain, donc c'est vraiment ce qu'il y a de pire en art contemporain. La rencontre dites-nous ça. Entre l'art humanitaire, parce qu'en plus, voilà, il y a un message humanitaire. Voilà, c'est ça. Et l'art urbain, donc c'est à la fois entre la moraline de l'époque et l'art urbain, donc c'est tout à fait à jeter. Quand Greuze décrivait, peignait les familles pauvres de son temps, on ne disait pas qu'il faisait de l'art humanitaire. Bien sûr. L'art est humain par essence et pas humanitaire. Non, cette rentrée est un peu fatigante. C'est pour ça que je crois qu'il faut vraiment insister sur ces films que nous avons cités. Donc, After Love, Eugénie Grandet, vos 3 reprises, La double vie de Véronique, Atalante et Julie en 12 chapitres. C'est ça. Et puis, ces films que l'on trouve sur Internet, encore une fois, c'est fantastique. Vous avez une insomnie, vous regardez films anciens, films classiques, films René Duchâteau. Oui, parce qu'en plus, beaucoup de films sont tombés dans le domaine public. Dans le domaine public. Par conséquent, on peut et donc, regarder, vous avez vu une kyrielle de choses tout à fait fantastiques. Vous avez des pièces de théâtre. Des pièces de théâtre drôles comme tout, des Jacqueline Maillan, et les 2 films donc, que j'ai vus, La femme que j'ai assassinée et Désirée de Sacha Guitry. Alors je ne sais pas quand on en fera une nouvelle chronique de cinéma, parce qu'encore une fois, la situation ne se prête pas beaucoup à cette chronique de film. Qu'est-ce que vous auriez envie d'aller voir ? Prochainement, qu'est-ce que j'ai envie d'aller voir ? C'est une très bonne question, chère Anne. Je pense que je vais sûrement aller voir... j'ai vu qu'il faut aller voir peut-être Dune, qui est un film de science-fiction qui peut tout de même
Pour ceux qui aiment la science-fiction. Il faut échapper un peu de... Voilà, c'est quand même un film avec des belles images. Donc, il faut peut-être aller le voir, je pense. Moi, j'ai bien aimé, même si j'étais un peu déçu malgré tout, parce que par rapport à l'œuvre qui était quand même très ambitieuse, je parle du roman qui était très ambitieux, là, le film est un peu sage, je trouve. Mais bon, en tout cas, c'est quand même 2h30 d'échapper belle, on peut dire. Quoi. Voilà. C'est joli comme phrase, oui. Dune, c'est déjà bien. Oui, mais vous l'avez déjà vu. J'ai déjà vu, oui. Ah oui, dans les films qui vont venir. Oui. Écoutez, qui vont venir je ne sais pas je sais pas ce qui sort là prochainement. J'ai pas encore regardé, mais mon planning. Est-ce que vous avez vu le film sur Aretha Franklin, Respect? Non, j'ai pas vu. J'en ai entendu du mal, mais je l'ai pas vu. Qui est un peu le pendant du film sur Billie Holiday, qui est paru l'année dernière. C'est-à-dire que ça tourne un peu à la géographie. À la rengaine politique. Ouais, c'est le problème un peu des biographies, des biopics, comme on dit. Ouais. C'est que souvent, c'est quand même très agéographique, en fait. Souvent, je trouve qu'il manque un peu de recul sur les parties noires de la vie, de l'existence de celui dont on parle, ou celle dont on parle. Du coup, souvent, ces films confinent beaucoup, je trouve, au message un peu agéographique, un peu politiquement très moralisateur. Oui. Donc, je pense qu'on peut s'en passer. Et plutôt les Blancs sont vilains et les Noirs sont sont parfaits. Il faut mieux l'écouter, chanter, un peu plutôt, fatigant. en mettant un bon vieux disque. Mais quand on a aimé Aretha Franklin, quand on a beaucoup dansé sur Aretha Franklin, on a envie d'y aller. Est-ce que vous avez vu aussi... ce film sur ce duo, c'est un film japonais entre une conductrice japonaise. Drive My Car, oui. Drive My Car. Très très beau film, j'ai vraiment adoré. Et ben voilà, alors dites-nous. C'est un film. J'ai rêve d'y aller, mais. Ouais, c'est un film, comment dire, qui parle encore une fois d'un deuil. En fait, c'est un metteur en scène de théâtre dont la femme meurt et qui en fait va chercher à se reconstruire à travers la mise en scène d'Oncle Vania de Tchekhov. Oui. Alors en fait, cette mise en scène est particulière parce qu'en fait, il va vouloir la mettre en scène avec des acteurs qui ont chacun une langue différente. Donc il y a un côté un peu babélien là-dedans, qui est assez intéressant à mettre en scène aussi. Et il se trouve qu'il va devoir faire un trajet quotidien pour aller dans ce théâtre de province où il met en scène son spectacle. Et donc il va être pris en charge par une jeune conductrice, une jeune chauffeuse. Oui. Qui en fait au début très mutique et qui peu à peu va se mettre à se confier à lui, et donc leur rapport un peu qui est d'abord un rapport de classe puisque lui est clairement de la haute, du milieu artistique, et puis elle est vraiment une fille de la province, du monde rural même. Et donc peu à peu va s'installer un peu entre une confiance, et donc c'est un film très beau aussi sur le deuil, très très beau film. Très bien. Ah bah j'ai bien fait de vous en parler. Qui aurait dû avoir la Palme d'Or, à mon humble avis, face à l'odieux Titane qui a eu la Palme d'Or. Oui, mais vous comprenez comme bien. Comme vous le dites maintenant, ça ne veut plus rien dire de toute façon. Vous comprenez bien qu'on est sur du pire à Cannes. Enfin, ça devient maintenant une obligation. Bon, Fatima, vous allez le regarder. Oui. J'aimerais bien avoir votre avis sur Fatima. Et puisqu'on parle de Fatima, je crois qu'ils vont aussi ressortir Thérèse de Cavalier, donc un portrait de Sainte Thérèse, qu'il faut voir, je pense aussi. Aussi, ouais. D'accord. Toute la production Sage est en DVD, donc c'est tout à fait bien. Je rappelle que par ces temps d'interdiction, il faut faire ses propres séances de cinéma. Il faut le voyer. Il faut le voyer, absolument. Je rappelle à l'occasion d'ailleurs que je continue à enregistrer les petites vies de saints de Morissette Vialandru. Et qu'il y en a maintenant 6, et que vous pouvez les trouver sur SoundCloud, donc le nuage du son. Et que donc vous êtes dans la voiture et vous avez un long trajet, que vous voulez que vos petites têtes blondes ou brunes restent tranquilles, eh bien vous leur mettez ces petits textes qui ne durent pas longtemps, ils durent 15-16 minutes, et qui sont des très jolis textes écrits par Morissette Vialandru et qui sont aussi, pour reprendre votre expression, des échappées belles. Ben merci Marc d'être revenu pour cette nouvelle année, et nous allons espérer que toutes ces interdictions vont se lever parce que
nous n'allons pas vivre marqués. Sous cloche. Et sous cloche. Merci, à bientôt. Merci Marc. Anne. Chers amis de TV Liberté, à très vite.